Lorsque nous essayons d'évaluer ces merveilles, nous sommes obligés de nous demander combien d'autres merveilles peuvent exister avec nous à notre insu. Le gorille a été considéré comme un simple mythe pendant de nombreuses années, tout comme l'okapi, une combinaison folle de cheval et de zèbre qui a été capturée pour la première fois en Afrique au début des années 1900. Un féroce lézard géant, le dragon de Komodo, est resté dans le folklore jusque dans les années 1930, lorsqu'une expédition américaine a visité l'Indonésie et en a ramené un vivant. Un monde capable de produire des chauves-souris vampires, des serpents volants et des scorpions de 2,50 m pourrait bien servir de lieu de nidification à des singes de 6 mètres de haut et à des oiseaux géants. L'abominable homme des neiges n'est pas plus impossible qu'un pingouin de 3 mètres de haut, et croyez-le ou non, il existe des preuves de l'existence d'une telle race de pingouins. Il existe également de nombreuses preuves que des hommes géants de 8 mètres de haut ont un jour erré sur notre planète. Les bêtes poilues et les chiens spectraux ont toujours occupé une place importante dans les coutumes occultes. Il est difficile de trouver un livre sur les phénomènes psychiques qui ne mentionne pas au moins une ou deux histoires de chiens. L'histoire et le folklore de presque tous les pays du monde, qui remontent aux temps anciens, sont remplis d'histoires de monstrueuses créatures poilues qui ont attaqué et massacré des animaux domestiques et des êtres humains, et qui ont ensuite réussi à échapper à des armées de poursuivants. Ces incidents ont sans aucun doute contribué à la littérature massive et non scientifique sur les loups-garous, des animaux qui étaient en fait des êtres humains maléfiques déguisés de façon magique. Il y a eu tellement de cas de ce genre de choses que nous avons même un mot pour cela, la lycanthropie. La plupart des langues ont un terme définitif pour désigner le loup-garou. Le loup-garou, lui, peut surgir n'importe où et échapper habilement aux chasseurs car il possède une ruse humaine plutôt qu'animale, étant, selon le folklore, un magicien noir en lien avec le diable. Certains hommes pourraient-ils se transformer en monstres poilus diaboliques qui rôdent à la pleine lune ? Si cela était possible, même de loin, nous pourrions avoir une explication bizarre pour les animaux horribles qui semblent apparaître et disparaître si facilement. C'est ridicule bien sûr, mais n'oubliez pas que nous essayons de traiter le ridicule et l'incroyable. Parmi les classiques de la lycanthropie figure l'histoire bien documentée du loup-garou du Gévaudan en France en 1764. Cette bête marchait comme un homme mais était couverte de poils avec un museau comme un cochon et des oreilles pointues. Il a tué de nombreuses personnes en arrachant des cœurs et en buvant du sang. Les enfants de plusieurs villages en sont devenus les proies. Un paysan du nom de Jean-Pierre Pourchet fut l'un des premiers à lui tirer dessus en septembre 1764. Il dit l'avoir vu s'approcher furtivement de sa maison. Monsieur Pourchet l'a décrite comme étant de la taille d'un âne, couverte de poils et ayant quelque chose comme des fers à cheval sur ses pattes. Elle a laissé derrière elle le genre d'empreintes de sabots si souvent associées au diable. Quelques mois plus tard, le monstre a attaqué un groupe d'enfants près du village de Chanalei et ils ont riposté avec des couteaux et des fourches pour finalement le chasser, mais pas avant qu'il n'ait déchiqueté et tué 2 d'entre eux. Le roi Louis XV entendit les rapports et envoya une compagnie de cavalerie sur les lieux. Les soldats ont trouvé des traces et les ont suivis. Ils ont même aperçu l'incroyable et lui ont tiré dessus, mais comme d'habitude, il s'est enfui. Alors que les tueries se poursuivent, l'armée habituelle de fermiers se déploie pour chasser le démon. À la fin, un homme nommé Jean Chastel a gagné une place dans l'histoire de France en l'abattant. Il avait chargé son fusil de balles en argent, une superstition bien établie selon laquelle seules les balles en argent peuvent tuer les loups-garous et les vampires, et lisait nerveusement un livre de prière lorsque le monstre sortit des bois et se dirigea droit sur lui. Il a tiré à bout portant, le frappant à la poitrine et mettant fin à sa carrière de 3 ans d'horreur. L'énorme corps a défilé triomphalement à travers les villages, puis a soi-disant été expédié à Versailles pour que le roi puisse le voir. Nous disons prétendument parce qu'il a apparemment disparu en cours de route ou a été enterré lorsque la puanteur est devenue trop forte pour ses transporteurs. La fin du rapport, par ailleurs détaillé, est inexplicablement floue, ce qui laisse supposer que les autorités essayaient de cacher quelque chose sur son identité ou sa description finale. Mais qu'en est-il ? La créature ressemblait-elle en fait plus à un homme qu'à un animal ? Nous ne le saurons jamais. Dans son livre Sex and the Supernatural, Bride Steiger évoque plusieurs cas célèbres dans lesquels des hommes et des femmes déments ont trouvé une satisfaction sexuelle dans des actes de meurtre brutal, y compris en buvant le sang de leurs victimes. Il y a de nombreuses affaires macabres dans lesquelles les pseudo-vampires ont déterré des corps fraîchement enterrés et ont mutilé les cadavres ou même les ont mangés. À leur manière, ces malheureux personnages semblent avoir été obsédés par les mêmes appétits effrayants qui ont poussé les hommes léopards à terroriser des générations entières en Afrique de l'Ouest. Des appétits qui auraient rendu malade le marquis de Sade en personne. Les hommes léopards africains partagent la croyance primitive commune selon laquelle ils peuvent puiser dans la force et l'esprit des animaux sauvages en portant leur peau. Le culte est également cannibale et l'un des rites d'initiation exige que la plèbe produise un membre de sa propre famille pour le dîner après la cérémonie. Quelle magnifique façon de se débarrasser de sa belle-mère, n'est-ce pas ? Seriez-vous étonné d'apprendre que des géants et des nains de formes humaines couverts de cheveux se promènent dans des soucoupes volantes ? Il existe aujourd'hui plus de 2000 rapports documentés sur des ovnis qui se posent et prennent ou déchargent des passagers.
Les descriptions de ces passagers varient énormément et incluent des entités transparentes, des gentlemen étrangers et rayonnant avec un seul œil au milieu du front, des Vénusiens aimables avec de longs cheveux blonds et fluides et des fées de quelques centimètres de haut. Comme beaucoup de ces descriptions sont si ridicules, elles font rarement l'objet d'une grande publicité et seule une très petite poignée de chercheurs patients ont fait l'effort de rassembler tous ces rapports disparates. Les enfants sont souvent les meilleurs témoins et de nombreux atterrissages d'OVNI sont mieux représentés par les rapports d'enfants. Mais des policiers, des médecins, des avocats, des pilotes et d'autres types de personnes fiables ont également rapporté des rencontres avec les mystérieuses personnes des soucoupes volantes, à supposer que ce soit des personnes au sens propre du terme. Bien que le sujet des ovnis ait généré une montagne de littérature, la bibliographie sur les ovnis publiée par la Bibliothèque du Congrès en 1969 répertoriait plus de 1600 livres et articles sur les ovnis. Il existe très peu d'études objectives et significatives sur ces cas d'atterrissage. Vous pouvez compter sur les quelques chercheurs qualifiés qui ont tenté de mettre de l'ordre dans le fouillis d'ovnis. Il s'agit notamment des Français Aimé Michel et Jacques Vallée, des Anglais Gordon Creighton et Charles Bowens, et des Américains Coral Lorenzen et Ivan Sanderson. D'autres, comme Isabel Davis, un pilier du bureau de Washington du National Investigation Committees on Aerial Phenomena, le NICAP, suivent discrètement ces rapports humanoïdes depuis des années. Pour une raison particulière, la majorité des amateurs d'OVNI ont longtemps négligé la masse écrasante des rapports d'atterrissage, peut-être parce que beaucoup de ces rapports semblent réfuter la croyance populaire selon laquelle les soucoupes volantes sont le produit d'une technologie merveilleusement avancée, issue d'une super civilisation dans le ciel. En fait, lorsque vous interrogez soigneusement les témoins de l'atterrissage en profondeur, comme nous l'avons fait dans de nombreux cas, il semble que les soucoupes volantes soient en réalité un phénomène subjectif qui fait simplement partie du monde plus large des phénomènes psychiques. Les entités ovnis, dans la plupart des cas, se comportent comme des idiots, des animaux ou des robots sans cervelle d'un genre ou d'un autre. De nombreux témoins ont commenté leur impression déconcertante que les soucoupes elles-mêmes étaient en quelque sorte vivantes et que les entités semblaient simplement être une extension de cette forme de vie. La logique a, hélas, joué un très petit rôle dans la pseudo-science naissante de l'ovniologie. La spéculation et la croyance aveugle ont été à l'ordre du jour. Un astronome observe un éclair de lumière sur Mars et il apporte la preuve que des soucoupes volantes viennent de Mars. Un radioastronome annonce qu'il a capté une onde statique provenant d'un point éloigné de l'espace et immédiatement les spécialistes de l'OVNI nous disent qu'une grande civilisation cosmique nous envoie des messages. Mais lorsqu'une soucoupe volante atterrit sur une autoroute à 30 km de Washington DC et qu'un homme en combinaison à l'allure humaine descend pour discuter avec un automobiliste qui passe, les spécialistes des OVNI regardent tous ailleurs. Pourtant, il y a eu des dizaines d'atterrissages sur ces autoroutes ces dernières années. La plupart d'entre eux ont été ignorés. L'année 1954 a été marquée par un rabat mondial d'OVNI avec de fortes concentrations d'atterrissages en France, en Italie et en Amérique du Sud. Le docteur Jacques Vallée a rassemblé 200 rapports de 1954 et les a étudiés de manière très systématique. Dans 8 de ces cas, les témoins avaient affirmé que les occupants de l'OVNI étaient des petits hommes ou des géants entièrement ou partiellement couverts de poils. Dans de nombreux cas, les témoins ont affirmé avoir souffert de paralysie ou d'évanouissement en présence des entités. Pourtant, il est incroyable que les nombreux effets psychiques des ovnis sur les êtres humains n'aient jamais été correctement étudiés, même s'il existe aujourd'hui des milliers de cas de ce type. Le livre du Dr Vallée, Passport to Magonia, résume des centaines de cas de débarquement couvrant les 100 dernières années. Oui, ce genre de choses se produit, en grande partie sans qu'on s'en aperçoive, depuis très longtemps, peut-être même tout au long de notre histoire. Il y a eu des volets d'ovnis dans le monde entier en 1896-97, en 1905 et en 1909. L'une des nombreuses et étranges habitudes des ovnis a été mise en évidence dans ces premiers cas. Les ovnis aimaient disperser des débris ordinaires dans leur sillage, jetant par-dessus bord des journaux, des chaussures et même des pommes de terre pelées alors qu'ils se promenaient dans notre ciel encore vierge. Aujourd'hui encore, les ovnis laissent des déchets parfaitement ordinaires sur leur passage, surtout après leur atterrissage. Cela semble être une simple astuce de guerre psychologique. La découverte de matériaux banals sur un site d'atterrissage mène généralement les enquêteurs à conclure que les témoins se sont trompés ou ont menti. Après tout, les Martiens et les Vénusiens ne sont pas susceptibles de laisser des morceaux d'aluminium ordinaires, des bougies d'allumage de fabrication connue et des journaux en parfait état dans la campagne derrière eux. Ce grand et vieux spécialiste des ovnis du XVIIe siècle, William Shakespeare, ne savait pas ce qu'il commençait lorsqu'il a pris sa plume d'oie pour écrire La Tempête. Des siècles plus tard, cette pièce sur les forces magiques obscures a inspiré un film dont l'action se déroule dans un futur lointain, où un groupe d'astronautes robustes combattent un démon invisible et maléfique. Le film Forbidden Planet a été le précurseur de la populaire série télévisée Star Trek. En d'autres termes, si Shakespeare n'avait pas existé,
Tous ces Trekkies, ces fans de Star Trek, auraient dû trouver une autre glorieuse obsession. Shakespeare connaissait clairement le concept selon lequel des forces invisibles étaient à l'œuvre sur cette planète, façonnant nos vies, peut-être même nous contrôlant en construisant nos croyances et en manipulant nos émotions. Tournez-vous vers presque n'importe quelle page de la Bible et vous trouverez des déclarations surprenantes, transmises par des traditions orales pendant des générations avant qu'elles ne soient finalement enregistrées sur des parchemins sacrés, décrivant les choses dans le ciel, les entités mystérieuses qui guidaient l'humanité et les forces sombres et invisibles. Le phénomène utilise de nombreux autres cadres de référence. Une apparition peut se faire passer pour un philosophe de la Grèce antique ou pour Abraham Lincoln ou même un pape décédé. Le folklore de toutes les cultures tient également compte des apparitions qui se présentent comme des répliques exactes de personnes vivantes. En Allemagne, ces entités sont connues depuis longtemps sous le nom de Doppelgangers. Les manifestations ont également conduit à la création de nombreux cultes mineurs tels que les croyants à la Lémurie, qui est censé être un autre continent perdu. Là encore, nous constatons qu'une grande partie de la littérature est basée sur les expériences supposées de ceux qui ont rencontré les Lémuriens. Au Moyen-Âge, beaucoup de gens insistaient sur le fait qu'ils avaient visité les palais souterrains des fées, et des volumes étaient écrits sur la communauté secrète du petit peuple. À l'époque moderne, les mythes des Déros, les robots nuisibles, a explosé autour des histoires de personnes qui prétendaient avoir été emmenées dans les cavernes occupées par l'ancienne culture secrète des Déros. En Suède, le grand mathématicien Emanuel Swedenborg, décédé en 1772, a écrit d'énormes tomes sur ses expériences avec les élémentaux et a lancé des avertissements solennels tels que « Quand les esprits commencent à parler avec un homme, il doit se méfier et ne rien croire de ce qu'ils disent, car presque tout ce qu'ils disent est inventé par eux et ils mentent, car s'il leur était permis de raconter quoi que ce soit, comme ce qui est le ciel et comment les choses dans le ciel doivent être comprises, ils raconteraient tellement de mensonges qu'un homme en serait étonné. C'est ce qu'il ferait pour une affirmation solennelle. Les hommes doivent prendre garde de ne pas les croire. » Il existe une littérature très détaillée affirmant que Vénus était en fait le jardin d'Éden et qu'Adam et Ève étaient des Vénusiens plantés ici pour coloniser la Terre. Plus intéressantes encore sont les activités contiguës du petit groupe de para-humains qui est resté en contact constant avec nous tout au long de l'histoire et qui a grandement influencé nos idées théologiques et philosophiques. Les Indiens du Delaware ont une tradition selon laquelle une race de géants a autrefois habité la région à l'est du Mississippi, vivant dans d'énormes villes et fortifications. Il existe d'innombrables références aux géants dans d'autres traditions indiennes et dans la littérature ancienne du monde entier, y compris bien sûr la célèbre déclaration biblique « Il y avait des géants sur la terre en ce temps-là » Genèse 6.4. Les Indiens d'Amérique du Sud ont également de nombreuses légendes sur les géants et leur civilisation particulière. La plupart des récits, quelle que soit leur source, affirment que les géants étaient hostiles aux hommes normaux. Des os de géants, qui devaient mesurer entre 2 et 3 mètres, ont été trouvés dans les monticules du Minnesota et dans plusieurs autres endroits. Il est donc tout à fait possible qu'une race de géants ait existé à une époque antérieure et que certaines de ces énormes constructions en pierre aient été leur œuvre. Il existe également de nombreuses preuves que Christophe Colomb est arrivé assez tard au Nouveau Monde. Il a probablement été précédé par les Vikings et peut-être même par les anciens Phéniciens. Des artefacts chinois ont été trouvés au Mexique et en Californie, de sorte que peut-être même les Chinois ont battu Christophe Colomb de plusieurs siècles. Baalbek est situé au Liban, à l'est de Beyrouth et au nord de Damas en Syrie. Dans l'Antiquité, c'était une ville prospère remplie de grands temples dédiés à Baal, le dieu soleil. Les piliers et les dalles de pierre, dont certaines pèsent plusieurs tonnes, encore debout aujourd'hui, sont impressionnantes, mais pas plus que les dizaines d'autres ruines similaires disséminées dans tout le Moyen-Orient. D'énormes ruines de ce type se trouvent au cœur des déserts inhospitaliers, ce qui soulève une fois de plus la question de savoir comment les peuples anciens ont réussi à extraire, transporter et ériger ces monuments avec des outils rudimentaires et un minimum d'aide mécanique. Pourtant, il est évident qu'ils ont réussi, et qu'ils ont bien réussi. Cette planète était autrefois occupée par une seule grande culture ou une série de cultures entrelacées qui possédaient des secrets d'ingénierie et de construction en pierre au-delà de tout ce que connaissaient les anciens Ioniens, Romains et Britanniques. Ils ont construit leurs monuments dans des endroits isolés tels que les îles du nord de l'Écosse, le Pacifique et les Andes, faisant preuve d'un incroyable sens de l'objectif et d'une persévérance impressionnante. Nos anthropologues et archéologues se battent pour découvrir et comprendre l'histoire des 4000 dernières années. Ils ont résolument refusé d'envisager la possibilité que l'humanité ne soit que la dernière race à avoir infesté la Terre, que d'autres races et d'autres civilisations aient pu prospérer ici et y mourir. Le monde animal est rempli de redondances incongrues. Il y a des insectes qui ressemblent à des brindilles et des bâtons, des poissons qui ressemblent à des plantes sous-marines inoffensives, des animaux qui ressemblent à des rochers et des fougères. Certains serpents non venimeux imitent la couleur et l'apparence de leurs cousins plus mortels. De nombreux insectes savoureux découragent leurs ennemis en imitant les mille-pattes et les scorpions venimeux.
Le monde des animaux et des insectes regorge de faussaires, d'imitateurs et de maîtres rusés du camouflage. Un insecte est si habilement déguisé qu'il peut marcher en compagnie de formations de fourmis armées féroces sans être remarqué. Il imite même le parfum des fourmis de l'armée. L'homme a aussi ses imitateurs. Les légendes et les traditions sont riches de ses contacts. Nos grandes religions sont fondées sur la rencontre avec les anges et les démons. Les annales des phénomènes psychiques sont remplies de récits de rencontres apparemment fortuites avec des ultraterrestres. Certains d'entre eux semblent ennuyeux et sans importance et même facilement explicables, d'autres sont attestés par des groupes de personnes fiables et produisent des témoignages qui auraient pu être écrits par un auteur de science-fiction ivre. L'imitateur serait nécessairement un loup solitaire et vivant probablement dans une grande ville animée où l'excentrique et l'étrange peuvent s'épanouir sans entrave. Car il est curieux de constater que ce qui est à la vue de tous est souvent le mieux caché. Un ufologue célèbre, Aimé Michel, a commenté ces mystérieuses imitations. Certains cas ont été vérifiés et se sont révélés parfaitement authentiques. Mais ils sont tellement absurdes, parce qu'ils sont mimétiques, que les gens n'osent pas en parler. Aucune recherche utile ne peut être faite tant que l'absurdité produit des complexes en nous. Les premiers hommes étaient très conscients de l'existence de ces mimiques et avaient tendance à les séparer en deux groupes, les dieux et les démons. Toutes les religions ont toujours averti leurs adeptes de se méfier de ces faux anges et de ces demi-dieux. La Bible parle sans cesse de ces entités et de leur influence sur l'homme, les décrivant comme des êtres humains voyageant généralement par trois et possédant des pouvoirs surhumains remarquables. Trois hommes, généralement d'origine orientale et vêtus de sombres vêtements noirs, jouent un rôle important dans les soucoupes volantes et les coutumes religieuses. Pendant des années, les chercheurs en soucoupes volantes qui ont rencontré ces Men in Black, ces hommes en noir, ont cru qu'ils étaient des agents secrets de la CIA envoyés pour les harceler. Ces Men in Black ont été vus le plus souvent circulant dans de grandes voitures noires, généralement des Cadillacs, et ils se sont livrés souvent à des tactiques effrayantes, harcelant les détectives amateurs d'OVNI. Il existe des centaines de rapports du monde entier dans lesquels ces mystérieux messieurs ont approché des témoins et des enquêteurs d'OVNI, les avertissant, voire les menaçant de se taire sur ce qu'ils avaient vu. Comme ces entités et leurs grosses voitures noires ont un talent étrange pour disparaître dans la nature, les enquêteurs qui examinent les histoires de leurs victimes ont tendance à écarter ces récits comme étant des mensonges et des hallucinations. Puis, comme cela s'est produit dans de nombreux cas, lorsque ces enquêteurs sceptiques ont eu leur propre rencontre avec les Men in Black, ils ont paniqué dans la confusion la plus absurde. Il y a eu un nombre effroyable de morts subites, de suicides et de dépressions nerveuses parmi les enquêteurs sur les ovnis au cours des 20 dernières années. Sur le plan religieux, ces mêmes Men in Black ont toujours été considérés comme des agents du diable, voire étant le diable lui-même. Les pitreries de ces personnages ont maintenu le mythe du diable vivant dans les temps modernes, et il existe encore de nombreux cultes religieux désespérément engagés dans la lutte et la tentative de les déjouer, mais ils parviennent toujours à garder une longueur d'avance sur leurs poursuivants. La plupart de leurs actes et de leurs manipulations semblent n'être que des jeux malicieux. Les activités de ces para-humains sont largement confinées à des zones spécifiques de cette planète, où ils apparaissent et réapparaissent siècle après siècle. Il existe de nombreux lieux hantés dans le monde, évités par l'homme ancien ou rendus sacrés par celui-ci. Il s'agit de lieux géographiques précis et quiconque s'intéresse à l'histoire et à la tradition de ces lieux trouvera des milliers de récits de fantômes, de démons, de monstres et de soucoupes volantes localisés dans un rayon de quelques kilomètres carrés et couvrant 1 millier d'années ou plus. Pour les adeptes des ovnis, ces lieux sont des fenêtres, des points d'entrée pour les vaisseaux spatiaux en provenance d'une lointaine planète. Les occultistes enseignent qu'il s'agit de gateways, des points faibles de l'enveloppe éthérique de la Terre, par laquelle des êtres d'autres continuums espace-temps s'infiltrent dans notre réalité. Le comté de Sussex en Angleterre est une porte d'entrée tout comme la vallée du Mississippi, la Ohio Valley et certaines parties de nos États occidentaux comme la région de Prescott en Arizona. Il y a littéralement des milliers de ces points faibles sur toute notre planète. Les activités paranormales et surnaturelles dans ces régions semblent être contrôlées par des facteurs cycliques complexes. Périodiquement, l'enfer se déchaîne dans tous ces endroits simultanément et nous offre périodiquement un rabat ou une vague d'observations ovni, d'apparitions de poltergeist, de disparitions soudaines et inexplicables d'animaux et d'êtres humains, d'incendies mystérieux et même de formes de folie de masse. L'étude de Bell a conclu que ces phénomènes ont tendance à se regrouper, c'est-à-dire à se produire simultanément au cours de certains mois et de certaines années. Les vagues ou cycles de ces événements se répétaient environ tous les 9,6 ans. L'étude portait essentiellement sur les données du XIXe siècle. Les anciens magiciens et voyants connaissaient bien ces facteurs cycliques. Les plus anciennes traditions religieuses et occultes parlent de rayons qui balayent périodiquement notre planète à partir d'une source extraterrestre et provoquent des miracles, des folies et des catastrophes. Curieusement, les aborigènes australiens, les Indiens d'Amérique du Sud et les tribus d'Afrique, ainsi que les anciens babyloniens et d'autres cultures primitives, ont tous désigné les Pléiades, un amas de 7 étoiles, et la constellation d'Orion comme étant la source de ces rayons.
Les rayons provenant de l'espace font partie intégrante de tout le folklore humain. Nous savons déjà que toutes les manifestations paranormales ont tendance à se produire aux mêmes endroits année après année et qu'elles suivent des schémas spécifiques à notre propre échelle de temps, que seules des personnes spécifiques peuvent être témoins ou impliquées dans ces événements. Le point de départ logique de toute enquête future est d'étudier les témoins en profondeur et d'explorer ces passerelles avec soin et méthode. Un facteur important, qui n'est pas un secret pour les occultistes, est que les zones de fenêtres ont tendance à être des endroits où il existe des défauts magnétiques particuliers. Notre planète hantée est couverte de failles magnétiques, et fait intéressant, beaucoup d'entre elles sont regroupées autour des anciens monticules, des sites de temples et des endroits où l'on voit le plus souvent des soucoupes volantes. Les personnes à orientation psychologique qui vivent dans ces régions ont tendance à avoir des expériences extraordinaires avec les élémentaux, les Men in Black et les hommes de l'espace. L'énergie électromagnétique joue un rôle clé dans ces manifestations. Nous sommes encore en train de l'apprendre. Notre planète peut être en train d'échanger constamment de l'énergie avec une force extérieure. Cet échange d'énergie est une partie importante de la croyance occulte. Il se produit, nous dit-on, à tous les niveaux. Ainsi, les démons et les Men in Black qui sont apparus dans les temps anciens étaient censés s'en prendre aux âmes. Ils ont fait de somptueuses promesses et ont proposé des philosophies et des cosmologies fantaisistes, mais comme Swedenborg l'a compris, ils se sont toujours révélés n'être que de splendides menteurs. Les premiers enquêteurs et penseurs ont vite compris qu'ils avaient affaire à des êtres magiques qui pouvaient imiter l'homme et ses œuvres. Au lieu d'être des assemblages solides et physiquement stables de cellules de matière, ces entités étaient apparemment des manipulations temporaires de l'énergie. Le mot transmogrification a donc été utilisé pour les décrire. Ces transmogrifications, selon la tradition, pouvaient prendre n'importe quelle forme, du loup ou du chat, à une maison, un bateau ou à un dieu iridescent aux proportions impressionnantes. Ils pouvaient apparaître vêtus de chiffons ou de couronnes d'or et de robes de velours onéreuses. Pire encore, ils avaient un penchant sur toutes sortes de jeux avec nous, manipulant nos peurs et nos croyances et nous incitant même à entrer en guerre les uns contre les autres. Une facette alarmante de leurs innombrables messages par l'intention des personnages concernés est leur souci de diffuser une propagande raciste. Les messages enregistrés tout au long de l'histoire sont remplis de cette propagande. Si le percepteur était un Indien, la propagande visait une tribu voisine. S'il était hindou, elle était dirigée contre les musulmans. Les élémentaux sont des pourvoyeurs de haine, et peut-être qu'une grande partie des préjugés raciaux qui frappent la race humaine est à l'origine le produit de leurs enseignements. Les habitants fantômes de la Terre jouent de nombreux autres rôles, notamment dans le domaine largement accepté des phénomènes psychiques. Telly Savalas, le célèbre acteur, a raconté au journaliste d'Hollywood Dick Kleiner une histoire étrange impliquant une Cadillac noire. Cela s'est passé alors que Savalas était jeune et sans le sou. Sa voiture est tombée en panne d'essence à Long Island, et lorsqu'il s'est mis à marcher, une Cadillac noire a semblé surgir de nulle part, et le chauffeur lui a proposé de l'emmener. Le chauffeur était entièrement vêtu de blanc et n'a pas dit grand-chose. Mais à un moment donné, il a offert à Savalas $1 pour acheter de l'essence. L'acteur a insisté pour que l'homme écrive son nom et son adresse sur un bordereau afin qu'il puisse être remboursé. Ils ont trouvé une station d'essence et le chauffeur a attendu pendant que Savalas achetait un bidon d'essence. Puis ils sont retournés à sa propre voiture en silence. « Je connais Harry Aganis », dit soudain le chauffeur. Savalas a demandé qui était ce Harry Aganis. « C'est un joueur de champ de service des Red Sox de Boston », a répondu l'homme. Ce fut la fin de la conversation. L'homme a attendu pendant que Savalas versait l'essence dans la voiture, l'a aidé à pousser pour qu'elle redémarre, puis il est parti en faisant un signe de la main. Le lendemain, Savalas a été secoué par les titres des journaux annonçant la mort soudaine de Harry Aganis. Il a décidé d'appeler le numéro de téléphone figurant sur le bout de papier que lui avait remis l'homme en costume blanc. C'était dans le Massachusetts, et une femme a répondu. Savalas lui dit alors qu'il voulait parler à Bill, le nom qui figurait sur le papier. « J'ai rencontré Bill hier soir », a commenté Savalas, « et quelque chose s'est passé et je voulais… »« Tu l'as rencontré hier soir ?» interrompit-elle, s'étouffant de larmes soudaines. Plus tard, elle a rencontré Savalas à New York et lui a dit que son mari avait été enterré dans un costume blanc. Elle lui a montré la dernière lettre que son mari avait écrite et il a été surpris de voir que l'écriture correspondait exactement à celle figurant sur le bout de papier que lui avait été remis par le conducteur de la Cadillac. Tout le tissu des croyances psychiques est tissé à partir de ces histoires qui se comptent par milliers et sont acceptées par des millions comme preuve de survie après la mort. Mais les enquêteurs informés des bouffonneries des imitateurs ultraterrestres sont obligés de chercher plus loin. Ces entités s'efforcent de cultiver des croyances dans différents cadres de référence, puis elles créent délibérément de nouvelles manifestations qui soutiennent ces croyances. L'histoire complète de l'assassinat de Kennedy à Dallas en 1963 est remplie de détails incroyables dont beaucoup ressemblent à ce que l'on trouve dans le plus mystérieux des incidents liés aux ovnis. Les photos et les preuves physiques ont disparu ou ont été falsifiées comme dans de nombreux cas d'ovnis. Un large éventail d'hommes mystérieux ont été impliqués, dont les sosies de feu Lee Harvey Oswald. Cet autre Oswald s'est même présenté à un stand de tir avant l'assassinat. Dans quel but? Que les témoins se souviennent de lui?
Puis il a tiré avec une arme inhabituelle qui a craché des boules de feu sur la cible. Il s'est également rendu dans un salon d'exposition automobile et est allé faire une démonstration dans une voiture neuve. Le vrai Oswald ne savait pas conduire. On sait où il se trouvait au moment des incidents. Il ne se trouvait ni près du stand de tir, ni près de l'agence automobile. L'énorme rapport Warren contient de nombreux témoignages sous serment décrivant des hommes de type Men in Black aux alentours du Daily Plaza et du bâtiment du dépôt de livres scolaires immédiatement avant et après l'assassinat. Des hommes aux cheveux longs ont été vus. Cela peut ne pas sembler extraordinaire, mais souvenez-vous que les cheveux longs étaient inhabituels en 1963. Les Beatles n'ont commencé à faire impression qu'en 1964, et la mode des cheveux longs n'a commencé qu'en 1965-66. Les coiffures élémentaires ont toujours été du côté long, comme nous l'avons déjà noté. La tradition des ovnis est remplie de récits de pilotes au visage anguleux et aux cheveux longs descendant aux épaules, généralement blonds, tout comme les dieux, les démons d'anges d'autrefois avaient les cheveux longs. Il y a aujourd'hui des millions de personnes qui croient que les Vénusiens, les Martiens, les anges et les démons marchent parmi nous sans être remarqués, leurs longs cheveux et leurs vêtements de manière particulière n'attirant plus l'attention. On signale partout des hommes étranges portant des pullovers noirs à col roulé et des lunettes de soleil enveloppantes, un des vêtements préférés des Men in Black. Les Cadillacs noirs sont à l'affût. Avons-nous été envahis par des êtres venus de l'espace ou d'un autre continuum espace-temps, comme beaucoup le croient maintenant, ou bien commencerons-nous seulement à remarquer les drôles de gens qui sont parmi nous depuis le début? Soit nous avons été placés ici, à un moment donné il y a entre 30 et 70 000 ans, soit nous avons été créés d'une certaine manière des millions d'années après que la Terre elle-même ait été créée et ait traversé de nombreuses époques au cours desquelles elle a supporté différents types de vie non humaine. La Terre était déjà habitée par deux formes de vie distinctes. Il y avait des animaux primitifs, et il y avait aussi des milliers voire des millions d'êtres non physiques du monde des hautes fréquences qui occupaient la Terre en partageant le même espace avec la planète. Dans tous les cas, la Terre était leur terrain de jeu personnel. Elle leur appartenait. Ces gens sont peut-être les anges ou les démons déchus qui ont plus tard affligé Adam et Ève. S'ils se sentaient propriétaires de la Terre, ils ont pu en vouloir à ce nouveau troupeau d'ultraterrestres et ils ont pu conspirer pour mener une guerre d'Adam et Ève à la destruction les emmenant à violer les ordres de leur maître. La vérité surprenante, comme l'ont soigneusement consigné les historiens de l'Antiquité, est que les ultraterrestres ont toujours été en contact direct avec des millions d'individus et qu'ils ont en fait régné directement sur l'humanité pendant de nombreuses années. Au cours des derniers siècles, leur influence est devenue plus subtile, mais elle est toujours là. Des statues de personnages étranges, d'allure orientale, présentant une ressemblance frappante avec l'apparence de nos hommes en noir contemporains ont été trouvées dans les ruines des civilisations Olmèques au Mexique. Nous ne savons vraiment pas grand-chose des Olmèques. Les premières traces de leur culture perdue ont été découvertes en 1939 lorsque l'archéologue Matthew Stirling a trouvé 5 têtes de basalte gigantesques sur l'île de la Venta. Ces têtes pèsent entre 20 et 30 tonnes chacune et mesurant jusqu'à 9 pieds de haut. Chacune d'entre elles porte ce qui ressemble à un casque de football. Depuis lors, des villes et des systèmes d'irrigation datant au moins de 1200 ans avant Jésus-Christ ont été découvertes. Un calendrier olmèque gravé dans l'estomac d'une statue de jade de 8 pouces commence en l'an 3113 avant Jésus-Christ. C'est un chef-d'œuvre de la connaissance mathématique et astronomique et ce sont les Olmèques et non les Mayas qui l'ont développé. Les archéologues ont élaboré une théorie intéressante pour les statues sans sexe de type oriental. Ils suggèrent que les Olmèques vénéraient des enfants difformes et que les statues représentaient des idiots mongols. Mais un peuple capable de créer un chef-d'œuvre de calendrier vénérerait-il des bébés anormaux? Les statues présentent également une fente frontale caractéristique, ce qui correspond à la tradition du troisième œil de l'occultisme européen, aux croyances tibétaines et même au mysticisme des Indiens Hopis. Le troisième œil est censé être la partie du cerveau qui est liée à la perception extrasensorielle et à la connaissance cosmique ou à la communication directe avec Dieu. Le troisième œil, un œil à l'intérieur d'un triangle, est un ancien symbole de la diététique que l'on retrouve dans de nombreuses cultures, de l'Égypte à la Micronésie. Il figure sur le grand sceau des États-Unis au sommet de la pyramide, sur chaque billet de $1. Le clan Kashina a enseigné aux Hopis qu'une ouverture dans les têtes existait afin qu'ils puissent parler avec Dieu. À une époque, la découpe d'un trou dans le crâne était une pratique courante dans le monde entier, peut-être comme pan d'un rite religieux quelconque. Des centaines de crânes percés ont été retrouvés en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique et dans les îles du Pacifique. Beaucoup d'entre eux datent de 3000 ans avant Jésus-Christ. Certains montrent des signes de guérison indiquant que le patient doit avoir survécu à ce qui est encore aujourd'hui une opération extrêmement délicate. 370 crânes de ce type ont été retrouvés en Europe, mais les meilleurs exemples proviennent du Pérou. L'idée même que des milliers, voire des millions de premiers humains se soient volontairement soumis à des trous percés dans leur crâne avec des instruments de silex primitifs suffit à faire frémir la chair de n'importe quelle personne. Certains anthropologues spéculent que cette pratique était utilisée comme un traitement pour se débarrasser des esprits possesseurs.
Mais l'universalité de cette opération très sophistiquée rend cette hypothèse peu probable. Tous ces gens cherchent-ils à ouvrir la porte dans leur tête pour pouvoir communiquer avec le surnaturel ? Si oui, qui ou quoi a enseigné ce processus à l'ensemble de la race humaine et pourquoi ?